Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Marlène Schiappa, tu es ancienne secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, ancienne ministre déléguée chargée de la citoyenneté, auteure d'une trentaine de livres. J'ai vu, mon Dieu, Oui. 30 Appelle-moi livres. Marlène. C'est incroyable, sur des thèmes comme la maternité, le féminisme, la vie professionnelle. Et tu viens tout juste de sortir ton nouvel ouvrage aux éditions Fayard qui s'appelle La Machosphère. C'est un témoignage choc sur la guerre numérique contre les femmes. Dans ton livre, il y a un chapitre qui s'appelle Machosphère, gourou misogyne 3.0. C'est quoi un misogyne 3.0 ? Bah, écoute, c'est tous ces influenceurs qui propagent du contenu de haine des femmes. Souvent, ça va reprendre des codes agréables et glamour qu'on retrouve sur Insta ou sur des vidéos, des podcasts, etc. Sauf que le contenu va être hyper agressif vis-à-vis des femmes. Je donne des exemples. Par exemple, celui qui dit que les femmes ne peuvent pas sortir après 22 heures. Celui qui considère que l'homme est supérieur à la femme et que donc sa femme doit lui obéir. Et cette tendance, elle a émergé un peu aux États-Unis avec des influenceurs assez connus aux États-Unis et au Canada sur cette tendance masculiniste. Comme Andrew Tate, t'en parles dans ton livre Exactement, ouais, tout à fait. Et ensuite, en France et en Europe, on a eu des influenceurs qui ont pris ce créneau et qui viennent, je pense, répondre à certaines questions, certaines incertitudes qui existent chez une partie des jeunes en apportant des réponses qui ne sont pas les bonnes, à mon sens. Tu dis celui, est-ce que c'est pour pas dire Alex Hitchen ? Non, c'est parce que je veux pas. Voilà, si j'en cite un, en fait, je veux pas ne pas citer les autres et après je vais en oublier. Mais oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Alex Hitchens, j'en parle beaucoup dans mon livre parce que effectivement, il a été convoqué lors de la commission d'enquête sur les influenceurs masculinistes et en fait, j'étais vraiment frappée par le fait qu'il ne semble pas avoir conscience du contenu qu'il produit. Pareil, j'ai échangé avec Adé Laurent. En marge d'une émission de Cyril Hanouna d'ailleurs, et je lui ai dit mais en fait, le contenu que tu produis m'a l'air quand même problématique vis-à-vis des femmes. Et lui m'a dit non mais pas du tout. Moi tu sais, mon père fait la vaisselle et j'ai un très bon ami noir. Non, il m'a pas dit ça, mais voilà, c'est ce genre de référence. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Et donc j'essaye de décrypter un petit peu. En fait, ce qui me gêne, c'est que on ne communique pas et on ne se parle pas et on a du mal à faire comprendre à ces influenceurs à quel point leur contenu est problématique vis-à-vis des femmes. Alex Hitchen, pour parler de lui, c'est vrai que c'est l'influenceur qui, sur les réseaux sociaux, a déjà dit oui, être une femme à la base, c'est moins qu'être un homme, ou encore la femme que vous allez rencontrer a sûrement déjà connu des hommes, donc elle rentre dans la case de P. Vacances toute seule, c'est une P. Vacances avec ses amis, c'est une P. Beaucoup d'amis garçons, c'est une P. Qu'est-ce qui favorise cette machosphère ? Est-ce que ce sont les algorithmes ? On en parle beaucoup avec les réseaux sociaux. Est-ce que c'est la recherche de vues ? Est-ce que c'est l'éducation ? Est-ce que c'est notre société ? C'est quoi, en gros, les symptômes de tout ça ? D'abord, lui, il est vraiment, c'est le parangon de cette machosphère, parce que est-ce qu'on peut dire peut-être d'où vient son pseudonyme ? Parce que c'est pas son vrai nom. Et ça vient du film Hitch avec Will Smith. Expert en séduction. Exactement. Et donc, en fait, à la base, il se présente un peu comme, c'est pour ça que j'appelle ça des gourous 3.0, un peu comme un coach. Et donc, vous avez des jeunes garçons qui sont un petit peu perdus et l'algorithme de TikTok, d'Instagram, de toutes les plateformes va pousser vis-à-vis des jeunes garçons ce contenu. Il y a différents chercheurs qui ont montré que juste le fait de cocher la case quand vous vous inscrivez « Je suis un garçon et j'ai par exemple 19 ans », ça va automatiquement vous propulser dans ce contenu masculiniste et vous avez l'impression au début qu'il vous donne des conseils. Il vous dit gentiment comment choisir votre copine ou votre copain, ou pas votre copain d'ailleurs parce que souvent ils sont un peu homophobes, mais comment choisir votre copine, comment vous comporter avec les femmes, etc. Mais en fait, ces conseils sont la moitié tombent sous le coup de la loi et sont extrêmement offensants vis-à-vis des femmes. Les jeunes filles voient aussi ces contenus et ça veut dire qu'elles-mêmes, elles se disent « Ah bon, mais alors pour être une fille digne de l'amour d'un garçon, ça veut dire que je dois pas avoir eu déjà de relations amoureuses, je dois pas sortir après 22 heures, je dois pas avoir des copains hommes. » Il y a cette trend, par exemple, ce que ma femme n'aura pas le droit de faire. Et en fait, c'est une régression terrible de la liberté des femmes. Comment on peut considérer par avance que la femme qu'on va rencontrer dans le futur, on va lui mettre des interdits ? Ça peut pas fonctionner. On va en parler. J'ai des exemples. Je pense que ça va être hyper intéressant. Je vais d'abord te montrer un extrait vidéo d'un live que j'ai partagé avec Adrien Laurent. Et tu avais partagé un plateau également sur TBT9 avec lui. Absolument, c'est là que j'ai échangé avec lui. De Cyril Hanouna. D'ailleurs, tu lui demandais sur ce plateau s'il estimait mépriser les femmes qu'il faisait tourner dans ses films. Regarde. Quand elle m'a dit, voilà, j'ai eu 3 ex dans ma vie, j'ai vu 3 pénis,
ça m'a chauffé. Je me suis dit, putain, une fille bien, elle s'est pas fait détruire dans toute la France. Mais une femme, Non, il n'y a pas de femme. Écoute. Non, j'écoute pas. Sam. Il n'y a pas de femme. Malheureusement, ce n'est pas pareil. Si une femme qui dit à un homme, écoute, j'ai eu 300 relations. Et alors? C'est pas ça le problème. Elle fait ce qu'elle veut. Mais toi, elle va pas t'attirer. T'es un gros chien de la casse. Je peux sortir avec elle, mais ça va un peu plus me déchauffer. Et elle, je me suis dit, elle a eu 3 mecs dans sa vie. Ça doit pas te déchauffer. Si, elle a pas beaucoup d'expérience, je me suis dit, bon, bah, c'est cool. Même Non. si elle a le droit de le faire. Bah, moi, je suis comme ça. C'est pas cool. Moi, je suis comme ça. Tu te retrouvais dans des soirées où t'avais plein de gens à poil. Je sais. Par contre, il faut que ta meuf, moins elle a de kilomètres, mieux c'est. Mais ça va pas ou quoi? Est-ce que ça rentre ce type de propos dans la machosphère? Qu'est-ce que t'en penses? Alors la particularité quand même d'Adé Laurent, il faut lui reconnaître ça, c'est que lui, il est ouvert au débat. C'est pas le cas de beaucoup d'influenceurs masculinistes qui, eux, sont vraiment hostiles, prêchent la violence, etc. Adé Laurent, il veut bien discuter. Je mets déjà ça à son crédit. En revanche, oui, pourquoi c'est un problème? Parce que moi, j'ai 2 filles qui ont 18 ans et 14 ans. Théoriquement, celle de 14 ans n'a pas le droit d'aller sur les réseaux, mais je pense qu'elle y va quand même. Et celle de 18 ans, elle est majeure, elle fait bien ce qu'elle veut. Et parfois, je suis surprise de voir les contenus qu'elle like, mais c'est un autre débat. Et là, par exemple, elle va voir ça et donc elle va se remettre en question, elle, en tant que fille. Et ses copines, par exemple, peuvent être blessées par ce type de contenu. En fait, le problème, c'est qu'on va juger les femmes à leur pureté soi-disant physique. C'est un retour en arrière. Là, on est sur des critères d'il y a 2 siècles où on va considérer que votre valeur en tant que femme va diminuer si vous avez déjà eu des relations sexuelles. Donc, à l'homme, le plaisir. L'homme qui a cumulé les relations sexuelles, c'est un don Juan. Et lui, il a le droit de se faire plaisir. Et la femme, elle doit rester encadenassée, ne pas connaître le plaisir sexuel. Et il y a une norme différente pour les femmes. Et ça, c'est un vrai problème. Comment on en est arrivé là? Parce qu'il a pas tort sur une chose. Il semble dire, notre société, elle est comme ça, c'est l'image, c'est la vision qu'on en a. Beaucoup, peut-être aussi de nos parents, sans le savoir, nous ont éduqués de cette façon-là par rapport à l'image qu'on avait d'eux. Tu vois, ou de la famille idéale, mariée, 2 enfants, l'homme qui travaille, qui trompe sa femme et qui rentre le soir à la maison, la nourriture elle est prête. Comment on en est arrivé là? Alors je sais pas, moi j'ai pas du tout été éduquée comme ça et j'ai pas l'impression que ce soit la norme générale dans la société. Au contraire, j'ai l'impression qu'on va plutôt vers une liberté des femmes. Et moi en tout cas, c'est mon mantra, ça a toujours été la liberté des femmes de faire ce qu'elles veulent. Une femme qui a envie d'être, pas avant le mariage, aucune relation sexuelle, etc. Mais vas-y, go, j'ai envie que tu défendes ce en quoi tu crois, ce qui est toi. Mais une fille, l'autre jour, j'entendais une humoriste, Rosa Bernstein, dire moi, je couche toujours le premier soir parce que comme ça, au moins, je sais à quoi m'en tenir pour les autres rendez-vous, je veux pas perdre mon temps. Et je me suis dit, en fait, pourquoi elle aurait tort? C'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Et c'est ce vieux slogan féministe qui dit « mon corps, mon choix ». Donc je pense que le corps des femmes et les choix que les femmes font avec leur corps n'a pas à être validé par un influenceur ou par quelqu'un qui irait leur donner les bons et les mauvais points. Sinon, nous, on va mettre les bons et les mauvais points aussi aux hommes. Sauf que on ne le fait pas. Tu n'as aucune influenceuse femme au monde qui dise aux hommes « alors toi, si tu as déjà fait telle pratique, je ne veux pas de toi. Toi, tu seras mon mec et tu n'as pas le droit de sortir après 22h. Je ne veux pas que tu aies des amies filles. » Elle devrait le faire? Non, elle devrait pas le faire parce que moi, je pense qu'on ne doit pas essayer d'avoir ce rapport de domination d'un genre sur l'autre. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces gourous masculinistes, ce sont des hommes. Est-ce que c'est une forme de gouroutisation de tenir ce type de propos? Je sais pas si tu connais Sébi Dadi. Non, j'ai pas cette chance. Sébastien Dadi, regarde. Être une femme traditionnelle aujourd'hui, c'est beaucoup de travail. De s'occuper de la maison, de s'occuper de mon linge, de s'occuper de mes futurs enfants, c'est un taf. C'est un vrai taf. De me faire à manger 4 fois par jour parce que je suis un combattant professionnel d'MMA, c'est un taf. Et ça, il faut le comprendre. Oui, t'aimes les tradwives, quoi. J'aime les femmes qui sont des femmes de maison. Et aujourd'hui, il faut comprendre un truc, c'est que les femmes d'aujourd'hui, en 2025, elles dénigrent la femme de maison et les femmes qui sont au foyer, alors qu'au final, c'est le plus beau métier du monde, de s'occuper de ses enfants et de son mari. Je comprends pas. Tu vois, je ne pourrais pas concevoir que c'est moi qui, toute la journée, va m'occuper... En fait, moi, si tu veux, j'ai été programmé dans mon enfance, parce que déjà, j'ai une mère au foyer. Donc, j'ai été programmé dans mon enfance, et ma mère me l'a dit. Hein. Ma mère, elle me l'a dit. Elle m'a dit, Seb, tu veux une belle femme? Oui. Il va falloir travailler à l'école. T'es masculiniste? Il y a des femmes aussi qui valident ce type de discours, qui aiment type de discours, qui se reconnaissent dedans. Et est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce que c'est pas anti-féministe aussi que de dire, pas toi, mais de dire à une femme,
il faut pas que tu penses comme ça. Et si tu as envie de rester à la maison, faire à manger à ton homme et que tu es heureuse comme ça, c'est OK. Il y a plusieurs choses. D'abord, ouais, effectivement, d'ailleurs, j'ai un chapitre dans le livre La Machosphère sur ce sujet, sur les tradwives, parce qu'en fait, je considère qu'elles véhiculent aussi une forme de tradition qui est hostile aux femmes, puisqu'elles disent, d'ailleurs, il y a beaucoup de tradwives repenties qui témoignent, certaines, je les cite dans La Machosphère, qui disent qu'en fait, elles se sont privées de leur vie sociale, de leur salaire. Donc ça, c'est sympa quand tu es en couple, que tout se passe bien, etc. Si tu divorces, si, je ne souhaite pas, ton mari meurt, si pour tel ou tel fait, si tu ne l'aimes plus en fait, si tu n'es plus amoureuse, quelle est la place de l'amour là-dedans ? Pour moi, la place de l'amour, elle est fondamentale dans la vie et dans un couple. Et ton couple, le fondement de ton couple peut pas être, elle fait à manger 4 fois par jour et donc je vais rester avec elle. Ça s'appelle une prestataire de service sinon. Et il y a des gens qui font ça très bien et tu les payes et c'est OK. Et tu peux avoir une histoire d'amour parallèlement. Mais moi, je pense que on a conquis l'autonomie des femmes. Faut aujourd'hui réussir à conquérir l'autonomie des hommes. Moi, j'ai un petit garçon, il y a 3 mois aujourd'hui. J'avais 2 filles auparavant, mais j'ai maintenant un petit garçon et franchement, j'ai envie de lui apprendre à être autonome. C'est hyper triste de devoir dépendre de quelqu'un pour qu'elle te fasse tes repas 4 fois par jour. Et de la même manière, si un jour tu n'aimes plus ta femme, c'est des choses qui arrivent, la vie est longue aujourd'hui. Tu vas rester en couple 30, 40, 50 ans. Un jour, tu ne l'aimes plus, tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre parce que les choses arrivent. Tu vas dire, non, je vais rester avec elle parce qu'elle me fait à manger 4 fois par jour. Mais sur les femmes, et quand c'est leur choix, moi, bien sûr, je suis pour défendre tous les choix des femmes et je dénonce aussi le cyberharcèlement que vivent des tradwives au nom du féminisme. Que je suis sidérée quand je vois des femmes s'en prendre à d'autres femmes et les insulter en lui disant tu vaux pas plus qu'un meuble, tu n'es personne, tu n'as aucune valeur dans la société. En fait, je pense que l'important, c'est d'avoir vraiment un choix en conscience. Et si en conscience de tout ce que je viens de dire, une femme décide de faire à manger 4 fois par jour pour un combattant de MMA parce que c'est son choix, et qu'elle le fasse. Dans un documentaire qui filmait une influenceuse qui s'appelle Aneya, qui est devenue une influenceuse tradwife, d'ailleurs, il y en a de plus en plus. Ouais. Ça pousse comme des champignons sur les réseaux sociaux. Mais attends, je me permets juste de dire, en fait, en vrai, c'est joli. Et je le dis d'ailleurs dans le livre, c'est ambivalent. Moi aussi, j'aime bien regarder. J'avoue, moi, je suis plein de tradwives. Ballerina Farm, qui vit dans une ferme dans l'Utah. Elle fait des tartes aux pommes. Son mari coupe du bois, il est bûcheron, il est très beau. Elle a 8 enfants. Elle est dans une belle robe en dentelle. Tu dis, mais sa vie, elle a l'air sympa. Elle met pas son réveil à 6h du matin. Elle va pas travailler. Elle doit pas payer ses factures puisque son mari paye tout et ensuite ils sont en autogestion. Et en fait, en réalité, je comprends qu'il y ait des femmes qui décrochent du système dans lequel on vit et qui se disent « moi, j'en ai marre d'aller travailler, je vais rester à la maison ». Oui, parce que pour elles, c'est aussi une forme de soumission à la société. Oui, mais en fait, tu troques la soumission à la société par la soumission à un homme dont tu vas décider de dépendre. Et là aussi, les anciennes tradwives qui témoignent et qui disent en fait, je me suis aperçue que j'ai été exploitée parce que d'ailleurs, les tradwives qu'on voit comme influenceuses, c'est pas vrai qu'elles ont pas de métier. Celle dont je te parle, Ballerina Farm, qui est la plus grande, la plus connue, et son contenu, en réalité, il est joli, il est agréable à regarder, mais en vrai, elle est payée. Tu vois, à un moment, elle disait « Je suis tellement contente d'avoir quitté la société capitaliste, etc. » Et quelqu'un lui répond « En fait, vu le prix des ustensiles de cuisine qui sont chez toi, il y a quelqu'un qui fait partie de la société capitaliste qui a pu te les payer. » Et en général, parce qu'elle monétise son contenu. De l'argent, exactement. Mais bien sûr. Elle fait partie de la société capitaliste. Et donc, en fait, c'est pas vrai qu'elle fait que être dans sa ferme, s'occuper de ses enfants. Le matin, c'est du travail de faire du contenu. Elle installe ses trucs, elle se filme, elle fait ses montages, elle cherche des partenaires, elle monétise. Mais donc ça met une fausse information dans la tête des personnes qui regardent. Oui, et puis c'est super facile quand t'es une star et que tu vas être monétisé, et c'est de l'hypocrisie, parce que tu monétises ton contenu pour dire que c'est très bien de ne pas gagner d'argent. Il y a une forme de dichotomie un peu particulière. Dichotomie. De dichotomie. D'opposition. Ah, je connaissais pas ce mot. Et voilà, écoute, un jour un mot, question pour un champion. Ça veut dire contradiction, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ah super, j'ai fait le synonyme. Voilà. On va jouer à ce jeu-là. Je vais te montrer un extrait justement. C'était un documentaire de 66 minutes, je crois, dans lequel apparaissait Aneya. Et c'est plutôt intéressant ce qu'elle raconte. Le rôle de Marlo, c'est vraiment de subvenir aux besoins primaires de la famille et de protéger sa famille. Et ça, c'est dans ses gènes et il le fait très bien. Et moi, ma responsabilité, c'est de nourrir mon foyer. Voilà, j'aimerais qu'on s'arrête sur les termes utilisés. Subvenir aux besoins primaires de la famille, protéger la famille, ça c'est dans ses gènes. Comme si, en gros, c'était inscrit dans l'ADN humain que l'homme devait travailler et la femme devait faire à manger. Est-ce que je suis à côté de la plaque quand j'entends ça ? Non, mais en fait, ça me fait beaucoup de peine pour ma grand-mère qui s'est battue pour que les femmes aient le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari ou pour avoir un chéquier. Enfin, comment tu fais, du coup, le jour où tu es en désaccord,
Le jour où on t'a proposé un super travail parce que tu as une valeur, créer du contenu, c'est que je le dis, je crois vraiment hein, que j'ai une agence de production de contenu dans le passé, il y a une quinzaine d'années, je crois vraiment que ça a de la valeur et c'est un savoir-faire et tout le monde ne sait pas le faire. Le jour où quelqu'un va la contacter pour lui dire, écoute, moi je souhaite te proposer un super travail très épanouissant, tu sais, c'est Michelle Obama qui disait, qu'est-ce qui te reste quand tes enfants partent ? Les enfants partent un jour. Donc toutes les femmes qui se sont sacrifiées en pensant bien faire pour leurs enfants, en laissant de côté tous les autres pans de leur vie, un jour les enfants partent, elles se retrouvent seules en tête à tête. Tu le disais, il suffit que le type se soit barré avec, pardon je vais dans les clichés, mais se barre avec sa secrétaire ou avec sa coach de gym ou se barre tout seul d'ailleurs, ou juste que tu ne l'aimes plus. Il y a un moment, ça arrive, pardon c'est triste, mais dans les couples, ça arrive. Parfois tu peux plus voir sa gueule et t'as envie de partir. Tu l'aimes plus, ton cœur bat pour quelqu'un d'autre et tu veux partir. Ou ce type devient violent, j'en sais rien, c'est des choses qui arrivent aussi, les violences conjugales, les violences intrafamiliales, surtout quand t'es coupé de toute vie sociale. T'as pas un collègue, bien sûr, t'as pas un collègue à qui parler, ton mec te laisse pas la carte bleue si tu justifies pas de tout, il surveille à qui tu parles, et ça va 1 an, 2 ans, 3 ans, au bout d'un moment tu veux ta liberté, tes enfants sont plus là, t'es toute seule à la maison toute la journée, et tu te retrouves, t'as jamais cotisé pour ta retraite, t'as pas de revenus, t'as pas de vie sociale, tes amis sont en fait les amis de ton mari qui t'a autorisé à voir, et ça donne des situations qui sont super tristes. Alors je lui souhaite pas que ça lui arrive, je lui souhaite qu'elle soit heureuse en amour toute sa vie, que ça se passe très bien, que son mec subvienne à ses besoins si c'est ce qu'elle souhaite, mais je pense que c'est vraiment une prise de risque et un danger très fort pour elle en tant que femme, et je rajouterais pour ses enfants. Tu vois, il y a une vieille série qui s'appelait Weeds, je sais pas si tu vois ce que c'est, avec Mary-Louise Parker. C'est une femme qui a une vie très agréable, elle est mère au foyer, son mari meurt du jour au lendemain. Et pour maintenir le niveau de vie de ses enfants, elle se met à devenir dealeuse. Elle vend de l'herbe et puis petit à petit, elle est entraînée dans un engrenage parce qu'en fait, elle dit moi, j'ai pas travaillé pendant 15 ans. Je ne sais plus rien faire, je ne peux pas travailler, je ne peux pas subvenir à mes besoins. Et pardon de revenir là-dessus, mais pour moi qui suis mère de famille nombreuse de 3 enfants, c'est vraiment une obsession pour moi de me dire qu'en tant que mère, j'estime être une bonne mère quand je sais que je peux subvenir aux besoins de mes enfants, payer leurs vêtements, leurs écoles, leurs études, ce qu'elles veulent, leurs sorties, être là pour elles. Au même niveau que le conjoint. Au moins au même niveau, et voire plus. C'est Simone de Beauvoir qui disait une femme doit pouvoir être en capacité de se prendre en charge financièrement, elle et ses enfants, si elle veut pouvoir prétendre à l'autonomie. On va changer de regard, mais tu vas voir que le sujet reste quand même similaire, quel que soit le microcosme et la sphère. Je vais te montrer une une média. Elle est plutôt récente, en plus. Dessus, tu y vois Rachida Dati, Sarah Knafo et Sofia Chikirou, avec écrit « Les Tata Flingueuses ». Ouais. Quel regard tu portes sur ce titre, les Tata Flingueuses, qu'on aime ou pas leur politique hein. Ah non, mais moi, tu sais, je suis très respectueuse de tout le monde en politique. D'ailleurs, dans la machosphère, je donne des exemples de ce qu'ont vécu des femmes politiques. Ça va de Marion Maréchal, Marine Le Pen, à, je cite d'ailleurs Sarah Knafo, à Mathilde Panot ou Raquel Garrido côté LFI. Et j'explique qu'en fait, c'est un traitement médiatique et un traitement notamment sur les réseaux sociaux très sexiste de toujours comparer les femmes entre elles, alors que leur seul point commun, concrètement, c'est d'être des femmes. Et j'explique que, par exemple, moi, j'ai hérité, si tu veux, t'as un groupe de cyberharceleurs en ligne qui harcelait à l'époque Nathalie Kosciusko-Morizet, puis Najat Vallaud-Belkacem, puis moi, puis ensuite Aurore Berger, Clara Chapaz, Prisca Thévenot, et ce sont les mêmes. Et ils nous harcèlent toujours avec les mêmes arguments. Ils aiment pas nos voix, ils trouvent qu'on est trop libre dans notre manière de parler, c'est toujours les mêmes choses. On est toujours pour eux mal coiffés, mal habillés. Ça va être des réflexions physiques qu'on ne ferait pas à un homme. Tu sais, j'ai vu que tu avais reçu, je crois, Clément Beaune, oui. Si je me trompe pas, et je suis allée voir, pour prouver ce que je dis, je suis allée voir les commentaires sous ta vidéo. Homophobe ? Alors, un peu homophobe, mais surtout, il y avait beaucoup de critiques de fond. Il a soutenu Macron, je déteste, etc. Ok, c'est des critiques politiques. En tant que femme, et je te prends le pari, dans les commentaires, quand tu diffuseras la vidéo, tu auras peu de commentaires de fond. Et les commentaires hostiles, ce sera beaucoup des choses, la voix, la coiffure, les vêtements, ce qu'elle dit, ah oui, mais elle a fait tel truc qui montre une forme de liberté. Et il n'y a rien de plus misogyne que de détester la liberté des femmes et le moment où les femmes font des choix pour elles-mêmes. Et le point commun de ces 3 femmes, qui sont mes adversaires politiques, moi je m'engage avec Pierre-Yves Bournazel pour la mairie de Paris, je pense que c'est lui qui a le meilleur programme, qui sera le meilleur maire, mais le point commun des 3 femmes qu'on a montrées, c'est que ce sont 3 femmes qui ont un franc-parler,
Oui. Et donc qui ne demande pas l'autorisation d'un homme avant de prendre la parole. Et flingueuse, on est dans le champ lexical quelque part de la violence. Exactement. Alors il y a le clin d'œil au tonton flingueur. Oui. Mais effectivement, on les met en tant que femmes ensemble et on les considère en tant que femmes avant tout. Oui, et je vais te montrer un extrait aussi vidéo de Sophia Chikirou que j'ai reçu en interview qui me disait, on parlait des adjectifs qui lui étaient attribués comme toxique, le diable, le démon. Je te propose de regarder. Elle est toxique. Alors ça revient souvent, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait peut-être qu'on m'explique ce qu'est une personne toxique. La dernière fois, j'ai lu aussi dans un article, enfin, j'ai pas lu l'article, mais j'ai vu l'extrait, qui me traite de brutale. Rachida Dati, Sophia Chikirou, Sarah Knafo sont des femmes brutales. T'es souvent en tout cas décrite comme autoritaire. Oui. Tu l'as dit, dure, froide, distante. Ça fait beaucoup quand même, hein. Waouh. Non, mais tu te dis, ah waouh, c'est tout ça à la fois, mais elle est monstrueuse. Bon, j'en ai qui avaient écrit carrément la sorcière, hein, donc non, ça va loin. Sectariste aussi, j'ai vu. Ouais, mais voilà, c'est une accumulation de termes péjoratifs, négatifs, qui sont censés donner une image qui repousse et qui empêche que les gens s'intéressent au discours finalement et s'arrêtent juste sur ce qu'ils ont retenu. En un mot, on donne le dégoût d'une personne. Oui, on se croirait presque à l'époque, tu sais, des périodes où il fallait mettre les femmes sur le bûcher parce qu'elles étaient vues comme des sorcières. Et j'ai un peu cette impression, au niveau, là, je vais parler des femmes politiques, que vous n'avez pas le droit d'être carriériste, vous n'avez pas le droit d'avoir les épaules, vous n'avez pas le droit d'être direct dans vos propos, parce que si vous avez ce qui ressemble à des qualificatifs masculins, vous êtes des démons. Eh ben, t'as parfaitement résumé la situation des femmes en politique, c'est-à-dire que celles qui survivent sont celles qui ont adopté les codes dits virilistes. Et donc, effectivement, un peu la loi du plus fort. Je crie plus fort que les autres, effectivement, la brutalité, l'agressivité. Alors moi, j'ai toujours essayé de ne pas être là-dedans parce que c'est pas ma nature profonde, mais force est de constater que la politique, c'est un milieu qui est extrêmement violent et où parfois le cyberharcèlement tient lieu de militantisme. En ce moment, on est en pleine campagne municipale et bon, Sophia Chikirou dit ça, mais il y a aussi un livre qui s'appelle La Meute qui démontre comment la France insoumise pratique le cyberharcèlement comme méthode de riposte pour dénigrer ses adversaires. Et c'est pas le seul parti politique, il y a d'autres partis qui le font. C'est-à-dire, tu veux dire qu'elle se plaint de quelque chose que son parti fait ? Ah oui, bien sûr, oui. Mais c'est assez également réparti dans les partis politiques. C'est une forme d'habitude, en fait, qui est détestable et qu'on doit perdre. Moi, tu sais, depuis que j'ai quitté le gouvernement, je vais quasiment plus sur X, Twitter, justement, parce que je trouve que c'est un espace où ce cyberharcèlement tient lieu de discussion. Il n'y a pas d'échange. Vous n'avez pas une personne qui est convaincue et qui va changer d'avis suite à une discussion sur Twitter. Et ce que je veux dénoncer dans le livre La Machosphère, c'est vraiment cette inertie des plateformes. Parce que chez Twitter, moi, je raconte cet échange avec le directeur de Twitter où je lui dis mais enfin vos conditions d'utilisation ne peuvent pas être considérées comme supérieures aux lois de la République. Sur Twitter aujourd'hui il y a du contenu illégal. Il y a du contenu de haine des femmes, il y a de la diffamation, il y a de l'apologie du terrorisme et tout ce contenu-là reste en ligne sous couvert de liberté d'expression et encore plus depuis que c'est la volonté de Musk qui fait office de loi. Oui, c'est vrai que la frontière, parfois, elle n'est pas censée être limite entre la liberté d'expression et le propos délictuel. On est censé le connaître, mais les réseaux sociaux ne l'appliquent pas. Non. Et personne n'arrive à les faire plier. Bah, en fait, en réalité, ils prennent pas leurs ordres en France. Tu vois, les sièges sont à Dublin, à Palo Alto, en Chine, pour certains d'entre eux. Donc, en réalité, ils te font gentiment comprendre que la loi française, ils ne se sentent pas concernés et qu'ils n'entendent pas l'appliquer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les plateformes se font de l'argent là-dessus. Se font de l'argent sur la haine. Tous les contenus qu'on a montrés là sont produits par des humains. Mais en fait, tous ces contenus de cyberharcèlement, de haine des femmes, ils n'existeraient pas s'il n'y avait pas une règle chez les plateformes qui est que vous devez avoir des utilisateurs engagés. Un utilisateur engagé, c'est un utilisateur qui fait une action, qui met un j'aime, un commentaire, qui partage, qui envoie et qui revient et qui passe du temps à regarder. Ça, c'est le combo de l'utilisateur engagé. Et pour avoir un utilisateur engagé, en général, il faut privilégier le clash ou les passions tristes, les émotions négatives. Parce que les contenus de haine, les coups de gueule fonctionnent beaucoup mieux. Et c'est ça qui fait revenir l'utilisateur. Donc la plateforme, en réalité, se fait de l'argent sur le cyberharcèlement. Et moi, je raconte ce que j'ai vécu, moi, dans la machosphère, mais c'est pas tant pour moi. Je me dis, la gamine de 16 ans, de 15 ans, qui est victime de revenge
qu'il y a des détournements où on la met dans des situations humiliantes et on poste ses photos et ses photomontages sur Internet et elle a honte. Elle n'ose pas le dire à ses parents, elle sait pas que c'est illégal et qu'elle peut porter plainte. Même si elle le sait, elle n'ose pas aller à la gendarmerie près de chez elle. Et je me dis, bon sang, moi j'ai fait une loi contre le cyberharcèlement et aujourd'hui on arrive à produire un effet de honte vis-à-vis des personnes qui sont victimes de ce cyberharcèlement. Les plateformes ont une responsabilité cruciale. Et la police aussi qui reçoit ces personnes-là et qui doit les mettre en confiance pour recueillir leurs paroles. Il y a des femmes machos. Bien sûr. Ça existe ou pas ? Ah oui, ça existe. En fait, j'appelle ça les gardiennes du temple. C'est-à-dire les femmes qui sont là pour dire, en gros, il y a un ordre établi dans la société, l'homme est dominant, je caricature. Elles y adhèrent. Et donc, elles y adhèrent. Alors, soit en adoptant les codes de l'ultra-virilité, en devenant elles-mêmes les personnes brutales, justement, comme on disait tout à l'heure, qui gueulent, etc. Soit en donnant raison à l'homme qui se comporte de cette manière et en blâmant toutes les femmes qui vont faire un peu un écart de liberté. Je raconte par exemple que dès qu'on a une femme qui sort un petit peu du moule ou qui entend prendre sa liberté, je parle de Kim Kardashian, Meghan Markle, Hailey Bieber, toutes ces figures, Selena Gomez, toutes ces figures notamment de stars américaines qui font un peu, qui ont ce rôle un peu de catharsis et on a le droit, c'est comme si on avait le droit de les cyber-harceler. Quand tu vois tout ce que prend Meghan Markle, on apprécie ou pas, on a le droit de pas l'apprécier, mais est-ce qu'à chaque fois qu'on n'apprécie pas quelqu'un, on doit faire un photomontage dénigrant, raciste, sexiste, la cyber-harceler, l'insulter toute la journée? Et je vais te dire, j'en finis là, mais ce que je trouve super triste en fait, je me dis la vie d'un hater, c'est quand même super triste. T'es chez toi un samedi soir, tu ouvres ton téléphone ou ta tablette, tu vas chercher le compte de quelqu'un que tu n'aimes pas pour lui envoyer des insultes. Mais moi, j'ai vraiment de la peine et parfois je réponds, je leur dis mais ça va pas dans votre vie en ce moment, vous voulez que je vous aide, trouver peut-être un job, un petit ami, une petite amie, du bénévolat, une passion, quelque chose de plus sympa à faire pour vous le samedi soir que générer de la bile et insulter des femmes que vous connaissez pas en fait. Tu les remercies d'ailleurs. Oui. À la fin de ton livre, tu dis merci à Francis, le hater sournois et tous ses congénères pour l'inspiration. Tu lui as dédié quelques pages. Oui, bien sûr, mais ce livre, il est dédié alors à la fois à tous les haters. Francis est un hater condescendant sur LinkedIn qui explique aux femmes, tu sais, c'est le mansplaining, c'est-à-dire n'importe quel homme moyen va estimer qu'il est plus expert dans le sujet que la femme dont c'est le domaine d'expertise. Moi, j'ai créé 3 agences de communication, j'en ai revendu, je suis associée d'un cabinet de communication, j'ai eu des prix de communication politique, j'ai 20 ans d'expérience et Francis, qui installe des chauffages de mémoire, m'explique sur LinkedIn que j'ai pas compris la communication politique. C'est sympa, Francis, et j'adorerais avoir la confiance en moi d'un homme blanc médiocre. Mais cette audace de l'homme moyen sur Internet qui vient expliquer la vie à n'importe quelle femme, elle est quand même confondante. Je le dédie aux haters et je le dédie aussi à toutes les femmes, toutes les filles qui ont déjà ressenti le fait de se dire « Pourtant, avant, je l'aimais bien cette photo ». Et ça, c'est l'avant-propos du livre. Je raconte l'histoire de Sophie, une étudiante qui a été tellement cyberharcelée sur la base d'une photo qu'à la fin, elle dit, en fait, je veux plus voir cette photo de moi. Elle a tellement servi à des faits de haine et pourtant, avant, j'aimais bien cette photo. C'est possible d'être une femme et de ne pas être féministe ? Oui, bien sûr. Il y a des hommes féministes aussi. Oui, oui. Et on peut avancer pleinement, légitimement, sereinement dans une vie en tant que femme sans être féministe ? Je dirais pas qu'on est féministe pour être sereine, parce qu'en fait, en réalité, c'est une question philosophique que tu poses. Est-ce que accepter les situations telles qu'elles sont n'est pas meilleur pour la sérénité et la santé mentale que de vouloir changer les situations ? Je sais pas. Moi, je me suis pas dit tiens, je vais être féministe et comme ça, je serai super sereine. Je me suis dit petit à petit, tiens, encore une fois, je prends le métro et je suis suivie, harcelée, agressée. Encore une fois, j'ai peur pour ce qui se passe pour mes filles. Encore une fois, on me dénigre en tant que femme et on me dénie le droit d'avoir un avis et de pouvoir prendre la parole sur le fond. Oui, mais tu vois, une femme, par exemple, qui n'est pas féministe, qui l'assume, qui dit « je ne suis pas féministe », mais qui travaille et qui a un compte bancaire, est-ce que c'est contradictoire ? Non, mais j'ai envie de te dire, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont des Monsieur Jourdain du féminisme et qui font du féminisme sans savoir. Beaucoup de femmes qui vont dire « Non, mais moi, je suis surtout pas féministe, mais je suis pour l'égalité entre les femmes et les hommes. » Félicitations, Trésor, t'es féministe en réalité. Il y a un imaginaire de la méchante féministe qui déteste les hommes, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Pour moi, le féminisme, c'est un combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, en droit et en acte. Et aujourd'hui, on n'est pas dans une société égalitaire.
je te prenais la question de la sécurité des femmes dans les transports, t'as pas une femme qui va se mettre à suivre un type en sifflant, en disant « Hey, petit cul, retourne-toi, pourquoi tu me donnes pas ton numéro ? Vas-y, souris-moi ». Ça n'existe pas. Aucune femme ne fait ça, jamais nulle part. C'est Elena qui avait fait la Star Academy qui vient de sortir une chanson qui s'appelle Cagoule. Justement, elle est très politisée quelque part dans sa musique, et c'est pour dénoncer le fait qu'une nana n'est jamais tranquille dans la rue et est obligée de se cacher, quoi. C'est celle qui a fait Mauvais Garçon, c'est ça ? Tout à fait. J'adore. Bah écoute, je connais pas encore cette chanson, je vais l'écouter. Mais ouais, c'est exactement ça. C'est très fort de dénoncer ça en chanson. Bien sûr que c'est très fort de dénoncer ça en chanson. Il en faut du courage, surtout quand on sort d'une émission très mainstream Bien comme sûr, celle-là. et dans laquelle tu vis du cyberharcèlement. Enfin, si tu fais la Starac, Fort Boyard, toutes ces grandes émissions grand public qui sont hyper intéressantes et qui révèlent des talents, mais qui sont aussi, t'es tellement exposé comme Miss France. Je parle dans la machosphère des soirées Miss France où c'est comme si t'avais un laps de temps où tout cyberharcèlement est autorisé. The Purge, allez-y, exactement. Bah, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est ça. En gros, pendant une nuit, t'as le droit de tuer qui tu veux. Voilà, Quoi. Exactement. Et le lendemain, c'est pas grave, tu retournes au bureau avec ta petite cravate et ton petit café en disant « Ah, c'était sympa, Miss France, j'ai regardé. » Je suis tombé sur un article qui disait que l'ARCOM avait fait un rendez-vous avec des productions télévisuelles pour savoir comment encadrer, comment anticiper justement le harcèlement, le cyberharcèlement. Alors, c'est bien de parler, de faire des réunions, etc. Mais en vrai, quand j'ai lu cet article, c'était ce matin, je me suis dit, mais concrètement, qu'est-ce qu'une production audiovisuelle peut faire ? Mais déjà, modérer les commentaires. Tu vois, moi, j'ai participé au Traître sur M6 et je remercie la chaîne parce que je leur ai dit, en fait, s'il y a des commentaires, alors critiques, évidemment, c'est la liberté d'expression. Les gens ont le droit de critiquer, bien sûr. Mais s'il y a des commentaires qui sont de la diffamation, ça tombe sous le coup de la loi, qui relaient des fake news à mon endroit, qui sont insultants, qui sont, on les supprime, on les modère. Et je pense que c'est la responsabilité de toute chaîne. D'ailleurs, TF1 le fait pas mal au moment de Koh-Lanta en général. Ils font des communiqués en rappelant c'est un jeu, c'est familial, on vous demande le respect. M6 le fait pour L'amour est dans le pré aussi. Je sais pas si t'as vu, ils font souvent des stories Insta en disant on vous demande le respect pour tous les candidats. Oui, parce que en vrai, dans l'intimité, la prétendante avait menacé la production de ce... Enfin, menacé, c'est pas menacé, mais avait dit que s'il faisait pas quelque chose, elle sautait la vie. Ouais. Bah en fait, j'ai voulu aussi, pourquoi j'ai écrit La Machosphère, parce que j'aurais pu juste faire ce constat et voilà. Je l'ai écrit aussi pour sensibiliser tous les gens qui se rendent pas compte des conséquences sur la santé mentale. Il y a une étude de l'ANSES qui est sortie qui montre que chez les jeunes, filles et garçons d'ailleurs, le cyberharcèlement et l'exposition au réseau de manière négative a un impact sur la santé mentale très très fort. Et ça, je pense qu'on le mesure pas. T'as encore des gens d'anciennes générations qui disent mais t'as qu'à quitter les réseaux. Mais ça veut dire que tu t'exclus toi-même de la grande conversation numérique mondiale où tout se passe aujourd'hui. Tu t'exclus de ta vie sociale numérique. Et 2, en fait, c'est comme dire aux filles t'as qu'à pas sortir en mini-jupe si tu veux pas être... De dire t'as qu'à pas aller sur les réseaux si tu veux pas être cyberharcelé. T'es pour mettre la carte d'identité quand on crée un réseau social et qu'on veut être actif dessus ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, qui serait pas révélé. Alors après, ça pose des questions, parce qu'en fait, le web, moi, je suis plus âgée que toi, et j'ai connu l'émergence du web participatif dans les années 2000, et c'était une belle promesse d'émancipation. Et c'était une promesse, par exemple, dans les pays où sont des dictatures, le droit de prendre la parole de manière anonyme sans être inquiété par le régime. Donc la question, c'est comment on utilise contre toi ces données ou pas, quels sont les garde-fous qu'on met dans une démocratie et dans un régime qui respecte les données intimes. Et puis, qu'est-ce que la plateforme va faire de ces données ? C'est une vraie question. Moi, j'ai déposé des centaines de plaintes pour cyberharcèlement. Parfois, on n'a pas retrouvé les personnes contre qui j'avais déposé plainte. Parfois, on les a retrouvées. Ils ont pris des peines de prison. Voilà, certains ont pris de la prison. Certains ont pris des très grosses amendes. T'en as fait condamner beaucoup ? Oui, ouais. Combien, moi, à peu près ? les avocats... Franchement, sur les condamnations, je ne saurais pas te dire, mais les plaintes, il y en a eu plusieurs centaines. Plusieurs centaines ? Et c'est ça le déclencheur pour moi d'écrire La Machosphère, c'est qu'en déménageant, j'ai retrouvé des dossiers entiers avec des copies de plaintes, et j'avais des dossiers vraiment, je me suis dit, waouh, il y a tout ça, il y avait 3 cartons de dossiers, de copies de plaintes pour cyberharcèlement, pour menaces sur les réseaux sociaux. Et en fait, en voyant tout ça, je me suis dit, en fait, c'est dur ce que j'ai vécu, et je m'en rendais pas compte quand j'étais au gouvernement, et c'est pas du débat démocratique. T'as eu le contre-coup après le gouvernement ? Un petit peu, en fait, en voyant ça, en le voyant de façon matérielle, et en fait, en rentrant dans la vie civile, j'allais dire, en travaillant hors de la vie politique, et en me disant, les gens sont vachement sympas. Et je rentrais chez moi, je disais à mon mec, c'est très bizarre, mais les gens sont hyper gentils en réunion, il y a peut-être un complot ou quelque chose. En fait, ça t'abîme dans ta manière de penser quand tu es en permanence sujet d'attaques, d'insultes. Enfin, regarde, on dit qu'il faut parler gentiment aux plantes,
que si tu parles méchamment à une plante ou si tu l'ignores, elle se délite, et que si tu lui prends soin d'elle et tu lui dis des choses gentilles, elle grandit. Comment on peut penser que les gens qui prennent les décisions, qui font les lois pour nous, vont le faire de manière sereine si en fait ils sont réceptacles des insultes et des horreurs à longueur de journée? Comment t'as traversé ces années au gouvernement en étant le réceptacle de toute cette haine? Mais écoute, sur le moment, j'ai pris beaucoup de recul parce que je le prenais pas pour moi en tant que personne, je le prenais pour ce que je représente. Donc, et je dis dans la machosphère, j'explique dans le livre pourquoi en fait je suis aussi une cible préférée de la machosphère. Je suis une femme, je fais de la politique. Je viens pas du sérail, j'ai pas fait l'ENA, donc il y a le côté un peu entre guillemets transclasse qui déplaît et qui fait poil à gratter, qui gêne les gens. Je suis macroniste, donc c'est trop facile. Tous ceux qui détestent le président Macron s'en prennent à moi, c'est une manière moins courageuse. Ça légitimiserait. Ouais, tu peux pas t'en prendre à lui, tu t'en prends à moi. Et puis il y a toujours le fait de dire ah oui non mais elle c'est pas pareil, on la déteste. Tu vois, c'est comme les gens qui jettent un œuf sur Marion Maréchal et qui disent non mais on a le droit d'être violent avec elle ou de la traiter de parce qu'elle est d'extrême droite. Ou les gens qui vont te dire Raquel Garrido, on peut la cyberharceler, elle est d'extrême gauche. Ou Brigitte en fait, qui traite non. des militantes féministes. Bah, en fait, on a le droit d'insulter personne. Et je pense que si on se mettait tous et toutes cette règle de base, ce serait extrêmement mieux pour la démocratie et pour notre manière de débattre entre nous. Parce que ce que je déplore, moi, c'est qu'aujourd'hui, et ça, les plateformes vivent dans cette boucle de rétroaction. Et tu ne vas voir que du contenu qui va dans ton sens. Tu n'es jamais exposé à du contenu contradictoire. Moi, j'adore ça, en fait. J'achète toujours la presse avec laquelle je suis le moins d'accord. J'achète pas les articles qui vont dire « Oh là là, ce que fait Macron, c'est génial ». Je les achète pas, en fait, je suis déjà d'accord avec eux. Ça va rien m'apprendre. En revanche, j'achète la presse qui est critique, la presse hostile, la presse d'opinion, parce que là, je vais avoir un point de vue différent et c'est ça qui va forger l'esprit critique. Comment tu le prends? Comment tu l'as pris? Comment tu l'as traversé? Je prends l'exemple de ta grossesse, de ton petit garçon. Il y a eu des commentaires qui disaient elle a pris cher, elle a bien mangé avec l'argent de nos impôts, elle pourrait faire un effort sur son poids. Comment tu as fait pour te détacher de ces commentaires? Je sais que tu y as répondu à certains détracteurs. Ouais, en fait, non, mais je trouve ça pareil, je trouve ça super triste parce que je me demande, en fait, j'ai de la peine pour les femmes avec qui ces gens vivent. C'est-à-dire, ces commentaires, j'ai organisé un événement à 9 mois de grossesse et donc j'étais très enceinte et là j'ai accouché tout récemment, il y a moins de 3 mois et en fait, pardon, mais je vais pas me mettre au régime pendant mon allaitement pour faire plaisir à Francis le hater que je ne connais pas. Et je trouve ça triste parce que je me dis, en fait, quand est-ce qu'ils ont vu des femmes en vrai pour la dernière fois, ces gens? C'est-à-dire sans retouche, sans... c'est les mêmes qui disaient à Laura Tenucci qu'elle aurait dû mettre un push-up au Festival de Cannes, qui lui envoyaient des menaces de mort parce qu'elle avait pas de soutien-gorge push-up. Je me dis, mais en fait, ils ont jamais vu des seins de femmes pas refaits et sans push-up, ils savent pas à quoi ça ressemble. Ou des gens qui critiquaient une mannequin parce qu'elle avait des poils. Ils pensent que les femmes n'ont pas de poils naturellement, qu'on se réveille sans poils. Mais alors, les femmes ont une part de responsabilité. Celles qui se font refaire la poitrine, celles qui vont tout le temps chez l'esthéticienne, ou alors est-ce qu'elles sont victimes? Bah non, ni victime ni responsable. En fait, chacune a le droit de faire ce qu'elle veut et de pas être critiquée pour ce qu'elle fait. En fait, est-ce que quand un homme perd ses cheveux, est-ce qu'on lui met 200 commentaires pour dire va crever avec ta calvasse, bah c'est dégueulasse? Est-ce qu'une femme ait des smileys qui vomissent en disant Roger, tu te laisses aller, va en Turquie mettre des implants, c'est le minimum de respect? Enfin, c'est choquant. Et moi, ça me crée l'effet inverse et j'ai jamais voulu être culpabilisante. J'ai toujours voulu montrer aux femmes qui avaient des galères et que t'avais beau être ministre, exposé, etc., tu vivais les mêmes galères. Récemment, j'ai fait un réel qui a été vu 250 000 fois sur la natalité, en disant en fait, les hommes qui parlent de natalité n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que traverser le postpartum. Ils savent pas ce qu'on vit quand on accouche, ils savent pas ce qu'on vit après, ils ont jamais pleuré en regardant un tire-lait de désespoir, ils savent pas ce que c'est une épisiotomie ou un diastasis, et ils prétendent parler de natalité. Et c'est les mêmes qui font des commentaires pour dire qu'une femme enceinte a grossi. Bah oui, Trésor, une femme qui est enceinte, elle prend du poids. Et puis ensuite, quand elle vient d'accoucher, le poids, il part pas tout seul par magie. Il faut 6 mois pour qu'elle se remette, 1 an pour qu'elle se remette émotionnellement de ce qu'elle a vécu, des variations d'hormones. Et puis j'en finis là, mais en fait, ne parlez pas du poids des femmes. Vous savez pas ce qui se passe dans leur vie. Moi, j'étais super blessée quand j'ai fait une fausse couche il y a quelques années et qu'il y a des commentaires d'hommes qui me disaient « Félicitations, vous avez bien maigri ».
parce que je venais de faire une fausse couche. Et en fait, j'avais pas envie qu'on me félicite pour ça. Et donc, ouais, j'étais très heureuse là d'être enceinte, de grossir pendant ma grossesse. Je suis très contente d'avoir pu allaiter mon bébé, d'avoir pu le porter contre moi, qu'il soit blotti, à l'aise. Et franchement, rentrer dans du 36-38 est vraiment en top 247 de ma liste, de ma to-do list de mes objectifs de l'année. Mathieu Séchin, qui avait fait L'amour est dans le pré, m'avait confié qu'il avait fait une dépression postpartum en tant que père. Et ouais, c'est possible. Il m'apprenait qu'un homme sur 10 pouvait être confronté à la dépression postpartum. Bien sûr, déjà, tu as la couvade. Il y a des hommes qui grossissent aussi pendant que leur femme est enceinte. Je pense que c'est éprouvant aussi d'être père, même si tu ne le vis pas dans ton corps. Tu vis aussi la privation de sommeil. Quand ton nourrisson ne dort pas, tu vis l'inquiétude. Parce que l'accouchement, c'est pas toujours une partie de plaisir. Il y a des moments où la santé, la vie, parfois même du bébé ou de la mère sont mis en danger. Et tout ça, ce sont des choses qu'on partage pas. Donc c'est courageux à lui. La culpabilité aussi de voir la maman, donc sa compagne fatiguée, ouais, parfois à bout, tu vois, comme tu le disais. Enfin, c'est ce que j'ai lu, que ça pouvait contribuer à tout moi, ça. je trouve ça très bien que les pères s'impliquent de plus en plus, qu'on ait allongé le congé paternité pour ça, justement. Tu dirais que tu as été victime, tu as plus subi la misogynie, la machosphère dans le milieu de la politique ou sur les réseaux sociaux ? Oh, sur les réseaux sociaux, largement. En fait, des hommes politiques, je crois pas avoir vraiment vécu j'ai pas d'exemple d'un homme politique. Misogynie crasse. Ouais. Qu'est-ce mais que des réseaux sociaux. En fait, c'est vraiment le truc bas de gamme. C'est ça, c'est dire, oh là là, elle a grossi, c'est traiter des femmes politiques de salope. C'est quand Raquel Garrido est cyberharcelée parce qu'elle a remonté ses collants à l'Assemblée nationale. Enfin, de quoi on parle ? Voilà. Et tu me parlais des commentaires homophobes l'autre jour, et en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, les commentaires homophobes et les commentaires misogynes prennent leur source dans la même chose, c'est-à-dire l'exaltation d'une forme de virilisme à l'ancienne et de détestation de tout ce qui peut être faisant partie du féminin. Et ils mettent l'homosexualité dedans, et c'est pour ça qu'en général, ce sont les mêmes qui font des commentaires homophobes et misogynes. Dans le programme Les Traîtres, t'en parlais, je bifurque un petit peu, on va en parler si t'es avec plaisir. ok, t'as dévoilé les techniques secrètes des politiques, ça a beaucoup fait parler. Jaser. Comment, oula, mais je me suis cru à la maison, pardon. Les Traîtres rappellent. Excuse-moi, C'est Éric Marlène, Antoine. Tu vois, le destin ne veut pas que je te pose cette question. Non, mais comment faire confiance en vrai au gouvernement quand t'as avoué en 4K dans Les Traîtres que les politiques utilisent des techniques précises pour mentir subtilement aux Français et aux Alors, Françaises. j'ai jamais dit pour mentir. Il y a des techniques de rhétorique. Enfin, qui peut imaginer que les politiques n'utilisent pas de techniques de rhétorique ? C'est l'art de la rhétorique, l'art de la propagande, l'art oratoire et l'art de la conviction. Pourquoi ? Mais c'est pas juste pour te convaincre pour le plaisir de te convaincre. Et moi, j'aime pas qu'on dise les gens qui font de la politique sont tous sales, animés de mauvaises intentions. En général, ouais, en fait, en général, tu fais de la politique à la base. Pourquoi ? Moi, j'étais sur des listes associatives quand j'avais 18 ans, on faisait 1,5% et c'était pour défendre des convictions. C'est pour ça, c'est parce que tu as un modèle de société en tête et tu as envie de prendre part à la manière dont on va organiser la société. Et en fait, c'est passionnant de se dire, tiens, dans les transports, les femmes sont pas en sécurité, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je te donne un exemple, la loi que j'ai portée contre le harcèlement de rue. En fait, à la base, c'est juste un ras-le-bol d'une quinzaine d'années. Et dans une réunion, je dis à notre candidat qui était Emmanuel Macron, en fait, ce qui serait génial, ce serait que les hommes qui nous harcèlent dans le métro aient une amende. Vous imaginez ? Et là, on est plusieurs femmes dans la pièce. Il y a Axel Tessandier, il y a d'autres femmes qui sont là et on discute et on arrive à avoir cette idée. Et là, juste par une utopie, par le fait de s'être dit, ce serait génial que les hommes qui nous harcèlent et qui nous emmerdent dans le métro aient des amendes. C'est une loi et aujourd'hui ça existe et c'est une réalité. C'est ça en fait la politique. Bien sûr. Ah oui, bien sûr, il y a des amendes. Alors pas autant qu'on voudrait. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec Pierre-Yves Bournazel, on veut mettre un policier municipal dans chaque rame de métro en tête pour qu'on puisse aller chercher ce policier et qu'il puisse y avoir effectivement des amendes qui soient mises réellement et que les femmes soient enfin en sécurité dans les transports. Mais c'est ça la politique. Et bien sûr qu'on veut convaincre. Mais bien tu évidemment. comprends la polémique autour de ces révélations que tu as faites dans Les Traîtres, où c'est vrai que de façon générale, on peut se dire mais attends, mais en fait, elle est en train de nous dire, Marlène Schiappa, que les politiques, ils nous mentent à gueule ouverte, quoi. Non, mais encore une fois. Ils utilisent des techniques. Dans ce cas-là, je me mettrais presque, tu vois, à remettre en question. Ça me rappelle une scène marquante, moi, attends, 2020, 2021. J'ai pas dit que les politiques Agnès mentent, Buzyn, je le redis. Le masque ne sert à rien. Ouais. Tu vois, on nous a menti en pleine tronche. Ça, je pense que c'était vraiment de l'ignorance pour le coup. Vraiment, je pense que... Pourtant, moi, dans ma tête, je me dis, il faut pas avoir fait Sciences Po ou l'ENA quand même pour savoir qu'un masque
ça protège Je sais des pas, écoute, microbes. moi je suis pas scientifique et j'ai jamais pris la parole sur le sujet du Covid. Même à l'époque, je m'occupais simplement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence intrafamiliale parce que je pense qu'en fait, et moi, on peut me créditer de toujours, justement, au contraire, avoir dit ce que je pensais. Et d'ailleurs, ça m'a été énormément reproché. Tu parlais de mentir. Moi, j'ai jamais menti. J'ai toujours dit ce que je pensais. Ça a plu, ça a déplu. J'ai dit ce que je savais, j'ai dit ce que je savais pas. Et moi, je pense qu'un politique doit dire aussi quand il sait pas. Et en fait, s'il y a une leçon à tirer de la gestion politique du Covid, c'est qu'il ne faut pas faire semblant qu'on sait. Il faut dire parfois, je ne sais pas. Oui, ou parfois peut-être que certains cachent pour protéger. Pour protéger quoi ? Pour protéger, pour éviter que les masses se soulèvent et aient peur. Parce que si on prend l'exemple du Covid et que tu dis, en fait, non, on n'a rien, on n'a pas de masque. Non, il vaut mieux dire que ça sert à rien. Au moins, les gens sont tranquilles, ils vont pas se rebeller, ils vont rien dire, tu vois. Bon, c'est peut-être un peu complotiste de dire ça, mais non, je pense beaucoup vraiment l'ont pas. pensé. Oui, peut-être, et je comprends. Enfin, honnêtement, on était vraiment face à une pandémie et je comprends même, tu vois, les questions. Moi, j'ai des copines qui me disaient, ça sert à rien de se vacciner, etc. Moi, je pense que se vacciner de façon générale contre la grippe, etc., contre les maladies qu'on a réussi à éradiquer chez les tout-petits. Je pense que c'est utile et que scientifiquement, ça a fait ses preuves. Mais je pense aussi qu'il faut entendre les gens qui ne sont pas d'accord avec ça et qu'il faut répondre à leurs questions. Et tu vois, je pense que là, il aurait fallu avoir, par exemple, quasiment des questions ouvertes permanentes à des scientifiques. Et je pense que le politique doit admettre qu'il a aussi des limites à sa compétence et qu'un politique n'est pas un scientifique. Et donc, est-ce que les décisions scientifiques elles doivent être prises par des élus et pas par des scientifiques? Franchement, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Tiens, question, j'en profite pour te la poser parce que je l'ai posée à un autre responsable politique te concernant, mais j'avais cité également Castaner en exemple. Castaner qui, après son mandat et ses responsabilités, a travaillé pour Shein, le roi de la fast fashion. Hein. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Non, toi, t'as rien fait, t'as pas travaillé pour Shein. Toi, t'as été chroniqueuse sur TPMP, t'as fait Les Traîtres. Alors, moi, je suis surtout associée d'une agence qui s'appelle Tilder. On fait du conseil en stratégie pour les dirigeants. Et voilà, et donc les clients que je conseille sont des dirigeants, des dirigeantes d'entreprises, et notamment des femmes, puisque j'ai aussi créé une ONG qui s'appelle Active, qui a porté le Next Women 40. Est-ce que tu sais qu'il n'y a que 3 femmes qui dirigent 4 cette année des entreprises du CAC 40, donc les 40 plus grosses entreprises côté françaises, les plus importantes, mais en fait, il n'y a que 4 femmes. Donc moi, je veux identifier des femmes et les valoriser. Voilà, c'est ça essentiellement que j'ai fait. Et t'as raison. Parce qu'en fait, quand on nous voit pas à la télé, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment fait quelque chose. Mais ça, c'est l'essentiel de mon activité. Et puis, quelques jours, j'ai fait Les Traîtres aussi. Ce qui a été palpable dans la vie générale, mais pas que pour toi, et ça soulève une question, c'est est-ce qu'un politique qui a été par exemple ministre, donc avec des très hautes fonctions, des hautes responsabilités, il peut par la suite travailler dans le privé, comme Castaner l'a fait chez Shein pour des intérêts personnels. Il y en a eu d'autres, il y a eu des ministres des Transports qui après ont travaillé dans des sociétés privées. Tu vois, est-ce que ça... Alors, pas de transport, je t'arrête tout de suite parce qu'en France, c'est très réglementé. Il y a une HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui t'interdit pendant 3 à 5 ans, je crois, à vérifier, de travailler pour une entreprise de ton secteur. Et tout ce que tu fais, tu vois, pour faire Les Traîtres, j'ai dû demander une autorisation pour conseiller des clients, pour monter mon association. J'ai dû demander l'autorisation et la validation de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Ça évite les conflits d'intérêts. Et moi, je vais te dire, je suis très fière et je m'honore, après avoir été ministre 6 ans et demi, d'avoir refusé tout poste dans le public, toute nomination, tout poste qu'on aurait pu me proposer qui aurait été gratifiant pour moi, avec un beau statut, un beau salaire, et où j'aurais été tranquille et un peu planquée peut-être pendant quelques années. Et ben, je ne dois rien à personne, j'ai pas voulu être casée. J'ai travaillé par moi-même, je travaille toujours avec Tilder pour faire cette conseil en stratégie. J'ai fait mes analyses et mes chroniques à la télé, sur LCI aussi, sur la communication politique internationale. J'ai publié mes livres et je ne l'ai fait que par moi-même. J'ai refusé d'être recasée et j'ai refusé de rester dans la sphère publique. Sinon, si c'est choquant d'aller travailler dans le privé après, ça veut dire qu'en fait, c'est la société du recasage des copains et que ton poste dépend tout le temps d'un recasage et d'une nomination en Conseil des ministres. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'en gros, tu pourrais plus rien faire derrière après? Non, ça veut dire qu'en fait, moi, je trouve ça pas sain. Pour moi, la démocratie, c'est aussi faire tourner les responsabilités. Et c'est pas attendre à chaque fois qu'on te dise « Ah bah tiens, t'inquiète pas, je t'ai trouvé un poste quelque part. » Moi, on m'a rien trouvé. J'ai refusé tout ce qu'on m'a proposé et j'ai trouvé moi-même comme une grande mes activités que j'ai créées ensuite après être sortie du gouvernement. Mais qu'est-ce que tu as envie de répondre à toutes les Françaises et les Français qui t'ont suivi, qui t'ont vu, qui ont écouté tes discours, tes propositions de loi, tes lois en tant que ministre et qui après te voient dans les Traîtres ou aux côtés de Cyril Hanouna, ils se disent, sentent quelque part un peu leur confiance de citoyen abaissée?
Alors franchement, les gens qui me détestaient avant trouveront toujours des raisons de me détester. Si c'est parce que je suis chez Cyril Hanouna, ce sera ça. Si c'est parce que je vais sur Arte, on me dira que je suis élitiste et snob. Si je vais nulle part, on me dira elle se planque, on la voit plus. Donc en fait, je suis assez tranquille. Et tu sais, Roselyne Bachelot m'avait donné un conseil quand j'ai commencé la politique. Elle m'a dit les mots de haine n'engagent que les haineux et les lettres d'amour t'engagent toi et t'obligent parce que les gens qui t'aiment, tu leur dois quelque chose. Et moi, les gens qui me suivaient à l'époque me suivent toujours maintenant parce que je suis cohérente et j'ai toujours dit qu'il fallait parler avec tout le monde. J'étais la première du gouvernement à aller chez Cyril Hanouna. J'ai été huée par des centaines de sénateurs unis qui trouvaient que c'était honteux et je leur ai dit qu'il n'y avait pas de sous-citoyen pour moi. Pour moi, le débat, il doit se mener avec tout le monde. Je fais un débat autant avec Adé Laurent que ici sur ce plateau, que sur France Culture, que partout où on m'invite. Je suis toujours allée débattre avec tout le monde parce que je crois au débat. La démocratie, c'est ça aussi. C'est accepter que d'autres personnes pensent différemment de nous et fassent d'autres choses que celles que nous, on aurait fait. C'est marrant parce que je crois qu'on a été habitué, notre œil a été habitué à l'inverse. C'est-à-dire, on a vu Zelensky, tu vois, être acteur, humoriste, devenir président. On a vu Trump, tu vois, qui avait ses propres téléréalités, devenir président. Mais on voit moins un ministre, un responsable politique aller du côté du divertissement. Si, il y a eu l'exemple avec Roselyne Bachelot. Oui, alors du divertissement, je sais pas. Moi, j'ai accepté Les Traites parce que c'était une émission de stratégie, justement, et je trouvais ça intéressant parce qu'on a retenu ces 14 secondes où je parle de rhétorique, mais en fait, il y a une vingtaine, je crois, d'épisodes pendant lesquels j'explique comment déjouer les traîtres. Et ça, franchement, je trouve, que c'est intéressant. Je me suis même dit qu'avec Christine Bravo et Théo Fernandez, avec qui on a gagné cette émission, j'ouvre une parenthèse, mais j'ai gagné. Je sais déjouer les traîtres. Donc, d'ailleurs, tout le monde maintenant se dit, moi, quand j'arrive dans une pièce, je sais qui est le traître. J'ai besoin de 5 minutes. Parlez-moi et je vais comprendre qui est le traître. Comment tu fais ? Je l'ai expliqué dans Les Traîtres, à longueur d'émission. En fait, je traque les incohérences. Et c'est pour ça qu'au début de l'émission, on me disait que j'étais en retrait parce que j'ai besoin d'observer. J'observe, j'écoute. Et ce que je traque, c'est les incohérences de discours. Tu m'as dit une chose à un moment, tu me dis autre chose à un moment. Tu me dis un tel, c'est mon meilleur ami. Le truc d'après, tu me dis que tu le connais à peine. J'écoute ce que tout le monde dit, je retiens. J'ai la chance d'avoir une bonne mémoire. Je retiens ce que les gens ont dit. Et ensuite, tu vois, t'as un petit panneau dans ta tête où tu relis les faits les uns aux autres. Et quand ça matche pas, t'as une dissonance, t'as une incohérence, tu vas creuser et tu vas chercher quelle est cette incohérence. Et en général, c'est là que tu as le traître. Et deuxième chose, quid prodest, c'est une question de locution latine, ça veut dire à qui ça profite. Et qui profite le crime. Exactement, et tu dois chercher à qui ça profite. Par exemple, les traîtres au début m'accusaient moi d'être traître. Et il restait là-dessus. Et je me disais, mais en fait, à qui ça profite de faire croire que je suis traître ? Aux traîtres, parce que ça les camoufle. Pendant qu'on est sur moi, on n'est pas sur eux. Donc, qui m'accuse ? Je regardais qui m'accusait. Fabien, Anne-Elisabeth, c'était eux les traîtres. Donc, c'était très intéressant pour ça. Et surtout, cette émission, elle permet de se remettre en question à la fin, tu vois, de se dire qui a pu me trahir longtemps et pourquoi ? Sur la base de quoi ? Non, dans cette émission. Dans l'émission. Dans l'émission, quand tu regardes l'émission et tu te dis, mais c'est évident qu'elle était traître depuis le début. Pourquoi je l'ai pas vue tout de suite ? Et tu t'interroges sur pourquoi tu l'as pas vue tout de suite. Et je pense que ça te fait évoluer là aussi dans ton rapport aux autres. Faut écrire un livre. On va le faire. Comment déjouer les traîtres ? Il faut que tu écrives un livre là-dessus. Non, mais vraiment, c'est hyper intéressant. Et au gouvernement, t'arrivais dans ton entourage politique, pas que les macronistes, mais t'arrivais à voir qui étaient des traîtres dans ce milieu-là ? Toujours. Et je l'ai toujours dit. Tu vois, moi, mon film préféré, c'est Le Parrain. Et je suis corse, et donc je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, mais j'ai gardé la liste. Et ceux qui m'ont trahi, je le sais, je leur ai dit que je le savais, et je leur ai dit pour l'instant, je fais rien. Mais je le sais. Et nous, on le sait. Qui t'a trahi ? Non. Qui t'a trahi ? Ça, c'est des bisbilles internes. Je sais pas si c'est hyper intéressant pour moi, les ça gens. M'intéresse. Mais écoute, donc ce sera dans le livre Comment déjouer les traîtres. Mais en fait, je pense qu'on peut aussi faire de la politique sans trahir. Tu vois, moi, je crois vraiment à la loyauté. Je suis loyale au président de la République. J'étais là en 2016. Personne ne me prend en défaut de loyauté, même quand c'est difficile, même quand tu as des sondages qui sont catastrophiques, même quand je suis plus ministre et que j'ai rien à gagner. Je reste dans cette loyauté. La loyauté, pour moi, c'est vraiment fondamental. Merci Marlène Schiappa. Merci à toi de m'avoir reçu. On peut te livre aussi. On peut te lire on peut me livrer. au travers de ton nouveau livre, La Matchosphère, donc un témoignage choc sur la guerre numérique contre les femmes. C'est aux éditions Fayard et je mets le lien cliquable de tes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. Merci d'être passé par mon studio. Avec grand plaisir, c'était très agréable. Pour parler de tout ça. Merci. Quand tu veux, remets ça. Pour les traites, ça m'intéresse. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.